Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Et le journal de 8h est présenté par Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Nikos. Bonjour. 3 titres à la une ce matin. L'hôpital français est-il au bord de l'asphyxie? Épuisement des personnels, manque d'équipement et des patients dans les couloirs. 300 établissements en grève aujourd'hui au moment où est votée la loi santé. La traque à Lorient pour retrouver le chauffard qui a renversé 2 enfants dimanche. Il conduisait sans permis. Sa famille l'appelle à se rendre. Et puis Tony Parker sans regret au micro d'Europe 1. La légende du basket français arrête là. Il prend sa retraite après 18 ans et 4 titres en NBA. À suivre à 8h12, Vincent Herouet, vague de soutien dans les médias pour un journaliste russe visé par le Kremlin. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara qui reçoit Jacqueline Gouraud, la ministre de la Cohésion des Territoires. Europe 1. Il y a eu ces dernières années les économies à faire d'un côté et de l'autre, des patients toujours plus nombreux, 21 millions chaque année aux urgences, le double d'il y a 20 ans. L'hôpital sature, les personnels surchauffent, 300 établissements sur 1000 seront en grève aujourd'hui et pas seulement aux urgences, au moment où le Sénat doit adopter la loi santé d'Agnès Buzyn. Illustration du malaise à l'hôpital du Pertuis dans le Vaucluse, Nathalie Chevance. Milieu d'après-midi, la petite salle d'attente est déjà bondée. Evelyne, infirmière urgentiste, gréviste en t-shirt noir, gère les cas les plus graves déjà enregistrés. Donc vous voyez que tout cela n'ont pas été vus au moment où ils sont arrivés. Et ça fait 3 heures. Et c'est là que c'est dangereux, parce que si on ne les voit pas au moment où ils arrivent, on peut passer à côté. On se dit, si on a une personne gravissime, on va la mettre où? C'est de la bricole et c'est l'angoisse. Car dans le service, tous les box sont déjà pris, même la salle de déchocage, manque d'espace, d'équipement et de personnel. Face à des malades de plus en plus nombreux, Céline, infirmière gréviste, réquisitionnée. Aujourd'hui, je travaille en 12 heures parce qu'il manquait du monde. Jusqu'au 22-23, je n'ai pas 2 jours de repos consécutifs. Épuisant. Les locaux sont sous-dimensionnés. Le temps que les travaux se fassent et qu'on ouvre un service, il est déjà dépassé. Terrible. Et dans les couloirs, sur les brancards, les malades perdent patience. Ils vont 82 ans et là depuis. Ça fait 3 heures. C'est très long. Moi, j'aurais aimé qu'on me mette ma femme à côté de moi. Là, vous êtes tout seul. Voilà. Très, très en colère. 3 heures là, c'est impensable. Il manque ici aux urgences un brancardier, 2 infirmières. La direction de l'hôpital affirme ne pas disposer de budget. Pertuis, Nathalie Chevance, Europe 1. Le secteur de la santé sous tension et le trou de la Sécu qui se creuse à nouveau. Les prévisions ne sont pas bonnes. Alors que le gouvernement tablait sur un retour à l'équilibre cette année, les comptes de la sécurité sociale replongent dans le rouge. Il va manquer entre 1,7 et 4,4 milliards d'euros. À Lorient, le chauffard qui a tué un enfant dimanche en tentant d'échapper à la gendarmerie est toujours activement recherché. Il a 20 ans et c'est un récidiviste de la conduite sans permis. Il a pris la fuite avec une femme qui l'accompagnait. Bonjour Hélène Terzian. Vous êtes notre envoyé spécial d'Europe 1 dans ce quartier de Lorient, toujours sous le choc ce matin. Et vous avez rencontré hier la famille du fuyard. Elle lui demande de se rendre. Effectivement, à commencer par la grand-mère désorientée. Depuis le drame, accrochée à son téléphone, elle tente en vain de joindre son petit-fils et voudrait lui dire de se livrer aux autorités. J'ai également passé du temps avec la tante du suspect. Abasourdie, elle ne comprend pas ce qui lui est passé par la tête. Pourquoi il ne s'est pas arrêté après l'accident? C'est toute une famille qui s'interroge jusqu'au père du jeune homme. Je l'ai joint par téléphone, effondré. Il tient à collaborer avec les enquêteurs car tous sont d'accord. Il doit se rendre, martèle-t-il, pour respecter le deuil de la famille des 2 enfants fauchés. Et ce matin, donc, la traque continue. Oui, et si les recherches des forces de l'ordre sont discrètes, c'est sur les réseaux sociaux que les habitants recherchent le chauffard. Sa photo, son nom, son âge circulent sur tous les écrans. Certains jeunes hommes me racontaient hier que juste après l'accident, le suspect serait retourné dans l'un des quartiers voisins qu'il a l'habitude de fréquenter avant de disparaître, comme la passagère de 21 ans, visiblement sa compagne, elle aussi activement recherchée. Hélène Terzian en direct de Lorient pour Europe 1. Il est 8h04. Ils ont échappé à la guerre. 12 enfants ont été rapatriés hier en provenance de Syrie. Fils et filles de djihadistes français qui les avaient embarqués dans leur exil sur les terres de Daesh. La plupart reviennent orphelins, certains malades et dénutris. Ils ont tous été remis au service de protection à l'enfance. Seulement 2 ont toujours leur mère vivante, restée là-bas pour y être jugée. C'est elle qui a donné son accord pour le rapatriement. Originaire de Lunel, sa famille espère maintenant obtenir la garde de la fratrie. Benjamin Péter. L'aîné n'avait que 5 ans quand Saïda, sa maman, est partie épouser Yassine Sakam en 2015, un djihadiste originaire de Lunel et condamné à mort en Irak le 29 mai dernier. Les oncles, les grands-parents des enfants avaient porté plainte pour enlèvement. Pour maître Sophie Mazas, l'avocate de la famille, ça fait de longs mois que Saïda espérait que ses enfants rentrent en France. Ça fait 1 an et demi qu'elle a accepté, elle a toujours persévéré dans cette voie.
C'est un sacrifice, effectivement. Là, ça va être très dur là-bas pour elle, mais elle ne voulait pas que ses enfants payent pour ses erreurs. Elle sait qu'en France, ils seront bien. C'est un gros soulagement. Et maintenant, ce qu'espèrent les enfants, c'est pouvoir rentrer chez eux pour l'aîné qui a vécu au quotidien avec ses grands-parents. C'est revoir papy, mamie, tonton, retrouver mes copines et mon vélo et oublier la guerre. Avec l'aide qu'il faudra mettre autour, bien sûr. Ce choix de laisser partir ses enfants seuls est lourd de conséquences. Dans le camp de Roge où ils étaient détenus depuis plusieurs semaines, cette famille était la cible de jets de pierre. Et maintenant que les enfants sont partis, beaucoup redoutent des représailles contre Saïda. Les enfants, eux, vont d'abord être confiés à l'aide sociale à l'enfance avant que la justice ne décide de leur garde. Montpellier, Benjamin Péter, Europe 1. La politique à présent, voilà une promesse qui a déroulé de la crise des Gilets jaunes et du grand débat, revaloriser le rôle des élus locaux. Et notamment celui des maires qu'Emmanuel Macron est longuement allé chouchouter ces derniers mois. Il leur a promis de leur redonner toute leur place. Eh bien, le texte est prêt. Europe 1 vous révèle ce matin le contenu d'une future loi. Jean-Rémy Baudot, il s'agit de mieux consulter, mieux former, mieux reconnaître ces élus de terrain. Oui, un texte inspiré directement des difficultés énoncées par les maires lors des 96 heures de grand débat avec le président Macron. Le nom de ce texte, pour une nouvelle confiance dans les élus locaux. Une loi très courte, censée rééquilibrer les manquements de la dernière loi sur le sujet, votée sous François Hollande. Concrètement, les élus de petites communes vont être mieux consultés dans les intercommunalités. Tous vont pouvoir bénéficier de formations. Jusqu'ici, c'était souvent les partis qui s'en chargeaient. Les maires de moins de 1000 habitants auront une assistance juridique, une véritable protection. Enfin, la question des dépenses n'est pas encore tout à fait tranchée, mais certains frais de mandat pourraient être pris en charge. Pour le gouvernement, il s'agit de mieux reconnaître, de valoriser l'engagement des élus locaux. Le calendrier s'annonce serré. L'exécutif veut que la loi entre en vigueur avant les prochaines municipales. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Cela vous concerne si vous faites partie des 800 000 parents qui font garder leur enfant chez une nounou ou une assistante maternelle. Le gouvernement va le confirmer aujourd'hui à partir de la fin du mois. Vous n'aurez plus à avancer l'ensemble du salaire. Les aides des allocations familiales seront désormais automatiquement déduites. La suite du journal de 8h avec Sébastien Krebs. Et décidément, Renault traverse une bien mauvaise passe, Sébastien. Il y avait déjà l'affaire Ghosn, puis le mariage qui a capoté avec Fiat. Cette fois, c'est l'alliance avec Nissan qui tangue. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour. On se demande si ces deux-là ne sont pas au bord du divorce. Ça bloque sur des problèmes de gouvernance, c'est ça ? Oui, c'est très tendu en ce moment. Et oui, il y a des divergences fortes dans le camp Renault. On ne cache pas en ce moment son énervement. Le problème, c'est la répartition des postes pour la future gouvernance de Nissan. Une nouvelle organisation mise en place justement après l'affaire Ghosn. Et chez Renault, on voit finalement les choses assez simplement. On a 43% du capital, c'est normal que nous soyons représentés en fonction de notre poids. Mais chez Nissan, on ne l'entend pas de cette oreille et on en a ras-le-bol d'être un peu trop encadré par le cousin français. Du côté de l'État français, justement, on tente d'apaiser les tensions. Bruno Le Maire a rencontré hier matin son homologue à Tokyo et ils ont rappelé leur attachement à l'Alliance. Mais ça, c'est du langage diplomatique. Il y a bien en ce moment des négociations dans chaque camp pour pousser ces pions avant l'Assemblée Générale de Nissan prévue le 25 juin. Assemblée Générale qui devait être la grande réconciliation. On ne divorce pas, mais oui, ce sont des négociations dures, reconnaît une autre source qui se veut malgré tout assez fataliste. On est le principal actionnaire. Ce serait quand même compliqué de nous dire que nous n'avons pas raison. Emmanuel Dutheil, chef du service France d'Europe 1, merci. Merci Emmanuel. C'est une légende du basket qui tient sa révérence. Tony Parker prend sa retraite. Il aura passé 18 ans sur les parquets américains de la prestigieuse NBA. 4 titres remportés avec San Antonio. Il a aussi mené l'équipe de France vers la victoire en championnat d'Europe. À 37 ans, Tony Parker raccroche, sans regret comme il l'a confié à Christophe Lamar. Décision mûrement réfléchie, dit-il. Oh, ça fait longtemps que j'y ai pensé et je trouvais que c'était le bon moment. Je me suis longtemps préparé pour l'après-carrière et donc je suis excité pour le futur et pour tous mes projets. J'y ai beaucoup réfléchi et ça ne m'intéresse pas de jouer au basket si je ne suis pas moi-même, si je ne suis pas Tony Parker et on essaie de gagner un titre. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je sais qu'il y a l'Asvel, il y a les finales, mais quelle va être la vie de Tony Parker maintenant ? Bah, tu viens de le dire, hein. Il y a la finale avec l'Asvel, on vient de gagner avec les filles, donc maintenant c'est essayer de rentrer dans l'histoire et gagner avec les garçons. Il y a mon académie qui va ouvrir en septembre, on a fait un super projet avec Villard-de-Lans et la station de ski, donc il y a plein de projets et de belles perspectives. Tony Parker, si je vous demande une image que vous retiendrez de votre carrière, alors je sais qu'il y a l'équipe de France qui vous tient à cœur, mais une image. Une image, moi c'est dur de choisir une image. Allez, deux.
Moi, je dirais mes 4 titres à NBA et le titre de champion d'Europe. Voilà, Tony Parker avec Christophe Lamar pour Europe 1. Et puis à l'agenda, le foot ce soir. Les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur. Cette fois en Andorre, il faut gagner après la défaite encaissée en Turquie. Nouveau match des éliminatoires de l'Euro 2020. Il faut de la sérénité pour avoir le culte de la gagne. Et ça, il l'a vraiment, Tony Parker. Merci Sébastien Krebs. À demain.